À la une de Smartech aujourd'hui, on va parler des drones. Où en est cette livraison par drone dont on nous parle depuis des années? Est-ce qu'on va être prêt pour les JO 2024 à voir des nouveaux drones intéressants? On va en parler avec Natacha Lalanne de Systématique Paris Région. Vous aurez avec vous un autre expert, mais lui qui est à distance et qui va nous rejoindre pour faire le point un peu sur l'avancée dans ce secteur. Bonjour Natacha, bienvenue dans Smartech. Bonjour. Je vous propose qu'on écoute d'abord finalement celui qui fait l'actualité en ce moment, Hervé Affagard. Vous allez nous parler de cette année 2022 qui est un tournant pour le médicament microbiote, un nouveau type de médicament. Je rappelle d'abord que vous êtes le directeur général et cofondateur de MAT Pharma, première société qui développe des médicaments microbiotes et qui a été cotée à Euronext. Donc on voit l'importance que ce sujet prend. J'aurais déjà qu'on réexplique pas d'abord le médicament microbiote, mais d'abord le microbiote. Bien sûr, c'est important. Donc, le microbiote, en fait, pour caractériser ce que c'est environ 250 espèces bactériennes. Je vais parler du microbiote intestinal. Le microbiote peut être partout. C'est celui dont on parle le plus souvent, d'ailleurs, le microbiote Exactement, intestinal. Parce qu'en fait, c'est le plus riche. Ouais. Et vous allez aussi comprendre, il a un rôle très important sur la santé humaine, puisque c'est 250 espèces bactériennes qui représentent 1,5 kg. Si on vous l'enlève, il y aura 1,5 kg en moins. Et surtout, il y a 600 000 gènes. Donc, il faut bien avoir en tête que les génomes humains comporte environ 23 000 gènes. Ici, on parle de 600 000 gènes. Et donc, ce microbiote intestinal est en connexion permanente avec la partie haute, la partie humaine, et notamment les cellules immunitaires. À peu près 80% des cellules du système immunitaire sont dans l'intestin. Donc, ce microbiote est en connexion permanente avec ce système immunitaire. Et en fait, quand il se dérégule, ce microbiote, et surtout ce dialogue entre le microbiote et le système immunitaire se dérégule, alors on a beaucoup de maladies auto-immunes notamment, mais de manière générale, les maladies en lien avec le système immunitaire, ça peut être Parkinson, maladie de Crohn, certains types de cancers. Donc des maladies très graves, qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à soigner, qui génèrent beaucoup de souffrance aussi chez les patients. Donc ces médicaments microbiotes, ils font quoi? Ils vont piocher dans le microbiote du patient? Il y a plusieurs façons de moduler le microbiote. Soit vous le remplacez complètement, c'est ce qu'on fait. Nous, on a affaire à des patients extrêmement sévères qui ont possiblement jusqu'à 5-6 litres de diarrhée par jour. Donc, pour ces patients-là, il n'y a plus de microbiote, en résumé. Donc là, on vient remplacer un nouveau microbiote. Il peut y avoir d'autres approches plus, je dirais, modérées ou plus soft, comme par exemple l'ajout de bactéries qui vont être manquantes. On peut aussi développer des molécules qui vont viser le microbiote. Par exemple, pour développer des technologies anti-adhésives en maladie de Crohn, que certaines bactéries ne viennent pas s'accrocher à l'intestin pour avoir leur effet délétère. Donc en fait, il y a plein de modalités. On est, comme vous le disiez en introduction, le microbiote, on est à l'aube d'une révolution médicale et les modalités sont très nombreuses. Pour autant, je vous disais qu'on entend souvent de plus en plus parler du microbiote intestinal parce qu'on trouve en pharmacie maintenant des produits qui nous proposent des produits qui permettent de réguler ce microbiote. Quelle est la différence avec l'arrivée d'un médicament microbiote ? C'est important de le mentionner, effectivement. Donc, tous ces produits qui sont vendus en pharmacie aujourd'hui ne sont pas des produits qui sont issus de bactéries dites commensales. Alors, une bactérie commensale, c'est une bactérie qu'on va avoir récupérée, par exemple, sur le milieu humain. Pour les bactéries intestinales, on va les récupérer dans les selles. Donc, pour les bactéries cutanées, on va les récupérer sur la peau. Ce sont des bactéries commensales qui ont un appariement avec le système humain. Les bactéries que vous trouvez dans les probiotiques en pharmacie, ça peut être des bactéries récupérées dans le lait, dans des matières végétales, dans des champignons. Il peut y avoir tout un tas de choses qui vont avoir un effet aussi sur le microbiote intestinal. Mais on n'est pas dans le domaine de la bactérie commensale et on ne peut pas capturer cet appariement justement qui existe entre les bactéries commensales et notre système humain. Donc c'est assez différent et d'ailleurs ces produits n'ont en général pas le statut de médicament parce qu'ils n'ont pas fait l'objet de claims thérapeutiques. Il n'y a pas de revendication thérapeutique. Nous faisons des médicaments. C'est quoi? C'est plutôt du bien-être? C'est vu comme du bien-être d'un point de vue réglementaire, effectivement, du complément alimentaire. Nous faisons des essais cliniques avec des critères d'évaluation qui sont en lien avec la santé. Alors justement, ce week-end, vous aviez un événement avec des annonces importantes de nouveaux résultats très positifs sur vos médicaments.
Effectivement, on a une partie de mon équipe et des médecins qui étaient à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour le congrès annuel de l'oncohématologie. Donc on parle ici des cancers sanguins, leucémie, myélome, lymphome principalement. Et on a communiqué des résultats très encourageants sur les 2 produits qui sont actuellement à l'essai sur l'homme, c'est-à-dire en clinique. Donc c'est la 5e année d'affilée qu'on présente des données à cette grande conférence annuelle. On a eu un retour absolument exceptionnel. Et pour vous donner une idée, au-delà de MaaT Pharma, il y avait plus de 80 présentations sur le microbiote à cette conférence. Donc en fait, vraiment, le microbiote en oncologie est en train de faire une percée absolument importante dans l'intérêt des patients. Et en quoi c'est le développement d'une nouvelle technologie? Si vous êtes dans Smart Tech, ça nous intéresse de comprendre qu'est-ce que la recherche a réussi à mettre en place pour développer des nouveaux médicaments. Où étaient les freins? Quelles étaient les barrières? Alors, en fait, il y a une barrière technologique très importante, mais avant ça, je voudrais revenir un petit peu, il y a 20 siècles. Déjà, la médecine chinoise faisait ce qu'ils appelaient la yellow soup. Et en fait, on enterrait les selles d'un enfant quand il était jeune, et quand il était malade, on les lui redonnait pour justement en ressemencer sa flore intestinale. Donc finalement, on n'a rien inventé, mais on a oublié plein de choses. Pourquoi on est passé de cette approche empirique à l'époque à quelque chose de maintenant plus contrôlé? C'est parce qu'en fait, dans les années 2010, il y a eu l'avènement des techniques de séquençage, et notamment on a récupéré tous les outils de séquençage du génome humain pour les appliquer au génome bactérien. Et à partir de là, dans le microbiote intestinal, il faut savoir que 80% des cellules ne résistent pas à l'oxygène. Donc quand on les met dans une boîte de pétri, typiquement, c'est fini, elles disparaissent, on ne peut plus les étudier. Mais grâce aux techniques de séquençage, on peut récupérer l'ADN et comprendre justement ce qui exprime les gènes, etc. Et donc, on a tout un champ de 80% de matière noire qui s'est ouvert à nous à partir des années 2010. Et pour vous donner une idée, à l'époque, on avait 3 millions de gènes pour caractériser le microbiote en termes de catalogue. Aujourd'hui, on est à 20 millions. Donc ça continue, on continue encore à découvrir et à explorer cette matière noire. Et là, quand vous parlez de séquençage, moi, ça me fait penser aussi à cette période Covid qu'on a vécue et qui a accéléré énormément aussi le travail de séquençage d'ADN. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher aussi. Complètement. En fait, nous, par exemple, ça coûtait 1 200 € quand j'ai commencé en 2014. Aujourd'hui, on est autour de 100 €. Et pour faire le parallèle avec le Covid, ce que moi j'observe, c'est que les moyens hardware, matériels, ont été... il y a des gros moyens qui ont été mis pour aller plus vite dans le séquençage des virus ARN, initialement. Mais maintenant, les plateformes hardware sont là et ça va beaucoup plus vite. Maintenant, on peut avoir en moins d'une semaine un retour, un séquençage. On va peut-être donner un peu plus de précision sur les résultats et la manière dont les médicaments microbiotes sur lesquels vous travaillez permettent d'améliorer la vie des patients. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur 2 maladies. On a plusieurs maladies. On a 3 maladies exactement avec 2 produits. D'accord, 2 produits. C'est ça que j'avais repéré en fait. Un premier produit donc, qui adresse une complication à la suite d'une greffe de la moelle osseuse. Greffe de cellules souches, absolument. C'est ça. Et c'est aujourd'hui une complication qui touche environ 10 000 patients dans le monde. C'est ça. Donc ça reste une maladie rare sur laquelle on n'avait pas finalement beaucoup travaillé, c'est ça jusqu'ici? Ou pas beaucoup de solutions? Beaucoup d'échecs surtout. En fait, on fait des transplantations de cellules souches depuis une 60aine d'années. Les transplantations de cellules souches, c'est aujourd'hui le moyen curatif le plus efficace pour traiter une leucémie, typiquement. Et ça fait 60 ans qu'on travaille sur le rejet de greffe de cellules souches. Donc le rejet de greffe de cellules souches, c'est une cellule souche qu'on a transférée à un receveur, à un patient, et les cellules souches vont dire, ça c'est pas mon corps, je l'attaque. Et ça va attaquer la peau, le foie et l'intestin. Et le rejet de greffe de cellules souches digestifs est le plus délétère. Pour ceux qui sont résistants à des premières lignes de traitement, 80% d'entre eux vont mourir à 2 mois. Donc c'est vraiment une maladie compliquée. Et le premier médicament approuvé au monde, c'était en 2019. Donc ça a mis 60 ans. On avait l'habitude de dire que c'était un cimetière à molécules. En général, il n'y a pas grand monde qui s'est engagé dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment très compliqué d'avoir un système immunitaire hyperactif et de le stopper. Donc, nous, on s'est lancé dans ce domaine-là parce que notre mode d'action est complètement orthogonal à tout ce qui a été fait jusqu'à présent, qui sont principalement des immunosuppresseurs.
Donc nous, on va restaurer l'homéostasie immunitaire, c'est-à-dire le lien entre l'immunité et les cellules bactériennes. Et en fait, on a un mode d'action qui est complètement complémentaire et orthogonal de ce qui a été fait au préalable. Et ça améliore le taux de survie, justement, des patients? Très significativement. On a, comme je vous dis, la population qui nous intéresse, on a un taux de survie à 2 mois de 22%, selon des essais cliniques aux États-Unis. Nous, on a monté la survie sur nos données qu'on a présentées ce week-end à 50% à 1 an. Donc c'est très significatif et ça fait l'objet d'un essai de phase 3 qui est en cours actuellement. Et alors là, donc fin novembre, c'est la FDA, donc l'agence américaine du médicament, qui a approuvé pour la première fois un médicament microbiote. Donc ça va démarrer vraiment en 2023? Oui, en fait, vous parliez de freins tout à l'heure. Il y a 2 freins principaux. Le premier, c'est convaincre les groupes pharmaceutiques qui ont une certaine façon de travailler, qu'il y a une nouvelle modalité thérapeutique qui arrive. Ça prend du temps et beaucoup de pédagogie. Et le deuxième frein, c'était le frein réglementaire. Aujourd'hui, sans produit approuvé, il est difficile de trouver des investissements. Donc cette approbation est très importante parce que ça va probablement lever des leviers auprès de nous, ceux qui développons auprès des investisseurs. Et deuxièmement, on a beaucoup appris. C'est-à-dire que maintenant, on sait ce que la FDA attend en termes de design, en termes de procédés de fabrication. Tout est transparent, tout est public. Il y a encore tout un tas de documents qui ont été communiqués hier soir sur le site de la FDA. Donc on s'en nourrit et ça va beaucoup nous aider. Donc il faut voir aussi l'innovation réglementaire comme des pas incrémentaux. Et là, on a la base. On va pouvoir construire autour de ça. Merci beaucoup, Hervé Affagard de MaaT Pharma. Ces questions réglementaires, c'est un point très crispant dans plein de secteurs, et aussi celui du drone, j'imagine. On va parler tout de suite dans le Tech Talk des drones et des livraisons par drone.